Bonjour à tous, aujourd'hui 15 août 778, entre la légende et l'histoire, la bataille de Roncevaux. Les païens sont en force et nos Français sont bien peu. Roland, sonnez de votre corps. Non, répond Roland, j'en perdrai mon renom. Il veut que Charles dise, et toute son armée, qu'il est mort en conquérant. La chanson de Roland. « 2000 ans d'histoire. C'est dans la chanson de Roland que pendant des siècles, des générations de Français ont appris cette histoire. La mort de Roland, la trahison de Ganelon et le massacre de l'arrière-garde de Charlemagne, quelque part dans les Pyrénées, au col de Roncevaux. C'était le samedi 15 août 778, une des plus célèbres légendes de l'histoire. Car la chanson de Roland, écrite 3 siècles après la bataille, n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Elle servait surtout à donner du courage aux croisés en route vers Jérusalem ou aux pèlerins qui, sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, écoutaient cette chanson de geste qui leur racontait l'histoire enjolivée d'un conte dont l'héroïsme et la mort à Roncevaux avaient sauvé l'armée de Charlemagne. Ce soir, mes frères, comme à chaque étape, vous serez emportés par le flot puissant de la chanson et de l'histoire. Laissez-vous entraîner par ce courant puissant qui vous ôtera la fatigue et la poussière du voyage. Vous sentirez revivre en vous la flamme de Roland. Oubliez la réalité. Écoutez, écoutez, c'est un galop de cheval. Écoutez. Le roi Charles, notre empereur le Grand, 7 ans tout plein est resté en Espagne. Jusqu'à la mer, il a conquis toutes les terres. Plus un château qui devant lui résiste, plus une muraille à forcer, plus une cité. Hormis Saragosse qui est sur une montagne. René Musso-Goulard, bonjour. Bonjour, Patrice Fininet. C'était l'extrait d'un film de Franck Cassanti, la chanson de Roland, d'après le récit le plus connu de la bataille de Roncevaux, une bataille à laquelle vous venez de consacrer un livre dans lequel vous faites la part entre la réalité et la légende de la chanson de Roland, qui sert, dites-vous, qui se sert plus de l'histoire qu'elle ne la sert. Quelle est la part de la réalité et de la légende, justement, dans la chanson de Roland ? D'abord, la chanson de Roland nous conduit vers des questions, conduit l'historien vers une recherche, et ensuite nous permet peut-être d'aller plus loin dans la recherche de vérité sur cet événement qui s'est passé, donc, comme vous venez justement de le rappeler, le 15 août 778, au retour d'une campagne jusque-là fructueuse de Charles, qui n'était pas encore empereur, mais qui était un roi d'un peu plus de 30 ans. Alors justement, revenons au contexte. Le contexte, évidemment, c'est l'époque de Charlemagne. En 778, vous venez de le dire, René Musso-Goulard, il n'est pas encore empereur, il ne le sera que 22 ans plus tard. Il est roi des Francs, mais alors d'un pays qui est absolument gigantesque. À l'époque, il faut le rappeler, beaucoup plus grand que la France actuelle. Oui, la France a commencé à se construire dès le 5e siècle. Il y a eu là d'abord 3 grands royaumes, celui des Burgondes, qui va donner la Bourgogne chez nous, mais qui comprenait aussi la Suisse. Il y avait aussi le royaume des Goths, qui occupait tout le sud de la France, le sud-ouest de la France, et puis donc le petit royaume salien qui allait l'emporter sur tous les autres, à partir donc des efforts de Clovis. Et donc à partir de ce moment-là, il y a déjà une définition qui se fait, pour que, avec les Mérovingiens, auxquels il faut quand même rendre hommage. Qui ont précédé la dynastie de Charlemagne. Tout à fait. Ouais. Et qui ont déjà connu les premières batailles, parce que la bataille de Poitiers et la bataille de Toulouse sont tout de même bien antérieures à ce qui s'est passé à Roncevaux. Donc il y a là un pays rassemblé au cours des temps, et qui se définit, on a beaucoup parlé du baptême de Clovis ces dernières années, mais enfin, oui, qui se définit comme le royaume chrétien le plus occidental, donc celui qui est
en avant-garde. Et qui va des Pyrénées jusqu'à l'Elbe et jusqu'au L'Èbre à l'Elbe. De l'Èbre même, l'Èbre, c'est-à-dire la ville de Saragosse dont nous allons Voilà. parler, et jusqu'à l'Elbe. Et alors, qui est évidemment menacé par des voisins contre lesquels Charlemagne va partir en campagne. Beaucoup de guerres, on le sait, à l'époque de Charlemagne, en Italie contre les Lombards, à l'est contre les Saxons de Widukind, et puis alors au sud, en Espagne. L'Espagne, il faut le rappeler, depuis une 60aine d'années, quand Charlemagne s'y rend, a été conquise, en tout cas partiellement, par les musulmans, René Musso-Goulard. Oui, par des chefs venus d'Afrique du Nord, qui ont donc franchi les colonnes d'Hercule, à cette époque-là, ça s'appelait comme ça, et qui finalement ont entraîné de grosses troupes berbères fraîchement islamisées, et ils ont donc voulu avec ces troupes aller très vite, et ils ont donc en quelques années, très peu, puisque la bataille du Guadalete est en 711, et dès 714 ils sont à Saragosse et mettent en œuvre la première mosquée. Donc il y a eu un raz-de-marée qui s'est passé effectivement, profitant d'ailleurs de dissensions à l'intérieur de la royauté tolédane, où il y avait plusieurs candidats qui s'opposaient, et profitant aussi du fait qu'ils pensaient qu'autour de l'Espagne, il n'y aurait pas de réponse, que les Francs n'étaient pas en état de bouger, c'était encore les Mérovingiens, n'est-ce pas, qui étaient au pouvoir, et n'ayant pas vu monter cette famille carolingienne, qui va donner Charlemagne. Alors justement, cette Espagne partiellement et presque complètement d'ailleurs islamisée, quand Charlemagne s'y rend, c'est à la demande d'un homme qui est un rebelle à l'émir de Cordoue, qui s'appelle Suleiman el-Arabi, qui est à Saragosse, et c'est lui qui demande à Charlemagne de venir en Espagne, de venir à Saragosse. Oui, c'est un piège qui est tendu, tout simplement pour semer un petit peu la perturbation dans ces régions de l'Èbre et des Pyrénées, où vraiment on assiste à une période c'est un véritable panier de crabes. Tout le monde veut participer à quelque chose, tout le monde veut profiter de la situation pour s'emparer de biens, de terres, d'hommes et de villes surtout. Et il y a là des Goths, des Visigoths qui sont encore présents, très présents, parce que souvent ils continuent à gouverner des petites villes au nom de l'émir, mais n'en font qu'à leur tête. Cordoue, oui. Mais n'en font qu'à leur tête. Mmh. Et là, il y a aussi, malheureusement, pour les musulmans, des rebelles, comme ce Suleiman qui a fait le voyage pour aller dire à Charles, viens un peu par chez nous, tu vas voir, je vais te donner Saragosse. Mais ça, c'est un moyen comme un autre. Il pense que c'est un moyen comme un autre de l'attirer. Mais c'est pas ça qui a fait partir Charles. Ce qui a fait partir Charles, c'est l'action d'un autre musulman, entre guillemets, à l'époque, qui est tout simplement un gouverneur wisigoth, de l'ancienne domination en Espagne, n'est-ce pas, et qui, de ces petites villes de Tudel, Olite, veut conquérir Pampelune. Et effectivement, ce sont les menées de ces gens-là, peu importe leur nom, les Banu Qassi, c'est amusant au passage. Bon, et puis on a toute leur généalogie, donc on les connaît bien. Ça a fait l'objet déjà de travaux chez des érudits espagnols. Bon, donc on a ce phénomène qui se passe, et c'est ça, au fond, qui a décidé Charles à franchir les Pyrénées. Et puis aussi parce que depuis 769, il le pouvait. Il avait reçu l'autorisation que la Gascogne, qui s'en va à cette époque-là jusqu'aux Pyrénées, au sud des Pyrénées jusqu'à la Garonne, il avait l'autorisation de la traverser de la part de ses anciens chefs. Donc voilà, c'est vers Pampelune en fait qu'il se dirige. Et Suleiman l'attendait à Pampelune. Non mais en attendant, il l'emmène ensuite à Saragosse, car c'est lui qui fait, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sources musulmanes. Et pour y aller, il passe par les Pyrénées. Moi Charles, sais-tu où tu te trouves? Mais dans les Pyrénées! Tu sais où tu te trouves, toi? Ah oui, je sais où je suis. Sur la terre des Basques. Et je suis leur chef Orthez. Tu es sur ma terre depuis que tu as décidé de franchir les Pyrénées. Nous venons en paix. Pouvons-nous poursuivre? Si tu es assez bête pour ça, moi je ne mettrai jamais les pieds à Saragosse et j'ai pourtant 10 fois plus d'hommes que toi. Je t'aurais prévenu. Nous ne sommes pas en guerre. Pourrons-nous retourner pacifiquement en pays franc? Bien entendu, si vous ne vous en prenez pas à nous. Tu as ma parole. Si
jamais tu en reviens. Alors ce qu'on appelle aujourd'hui le Pays Basque, par lequel passait Charlemagne, le pays des Vascons ou des Basques, c'est pas, il faut le rappeler, René Musso-Goulard est une région qui n'a pas été conquise par les Arabes. Par les musulmans. Par les musulmans. Par les Sarrasins. Bon, pas du tout. C'est une région, au contraire, où il y a eu un arrêt de l'expansion et là se sont réfugiés les derniers descendants des grandes familles gothiques, visigothiques d'Espagne, avec Rodrigue de Cantabrie notamment, et puis Pelayo, qui va être le premier roi de la reconquête espagnole. Donc là, il y a un royaume chrétien et d'un christianisme très très épuré, très sérieux, qui est là, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec Tolède, ou presque pas, mais qui a toujours cette attitude de respect vis-à-vis de Charlemagne. D'ailleurs, c'est une région qui, au temps de Thierry Ier, avait été conquise par les Francs, et où les Francs sont restés assez longtemps. À notre époque, les Francs sont encore présents jusqu'à Hernani. Donc vous voyez qu'il y a quand même là une zone importante sur laquelle Charles peut compter. Il n'est pas parti sans prendre ses précautions. Il a des alliés tout de même en partant. Voilà. Alors il part. En fait, il y a deux armées. Il y en a une qui, avec Charles lui-même, traverse justement les Pyrénées à la hauteur de l'actuel Pays Basque, de Pays des Basques. Et puis il y en a une autre qui arrive par l'est, qui va d'ailleurs très vite s'emparer de plusieurs villes d'Espagne, Barcelone, Gérone, Huesca. D'abord, cette campagne en juillet 778, c'est une campagne victorieuse. René Musso-Goulard. Tout à fait, et d'ailleurs je crois que c'est aujourd'hui l'unanimité de tout le monde, chez tous les chercheurs, de reconnaître que la campagne de Charles, du point de vue franc, est une campagne victorieuse. Il a réussi d'abord à faire connaître, comme disent les textes, ses légions nombreuses et bien armées, les mains armées de fer, et il a fait connaître, et d'un autre côté, il a récupéré temporairement, certes, Pampelune, qui évidemment donne beaucoup de fil à retordre à ce roi qui est quand même très loin, dont les centres de vie et de résidence sont très loin. D'autre part, il a des guerres un peu partout. Pareil Charlemagne, effectivement, oui, qui gouvernait de villes plus ou moins lointaines, la plus connue étant évidemment Aix-la-Chapelle. Évidemment. Il est très loin de ses arrières. Mais il est même souvent, comme vous le disiez justement tout à l'heure, en pays saxon. Quand Suleiman est allé le trouver, il était à Paderborn. Il est toujours en guerre très loin, et donc c'est un personnage qui est partout, il a une ubiquité absolument hallucinante. Je ne sais pas comment la pauvre reine Hildegarde arrivait à le suivre, car elle l'a suivi. Elle était là. Elle l'a suivi même sur le chemin de Pampelune, je dirais, et comme il a traversé la Garonne à Agen, c'était pas la première fois qu'il était allé à Agen, il était déjà venu en 769, il connaissait bien le trajet, il l'a laissé à Casseneuil, à environ 30 kilomètres au nord d'Agen, où il y avait un palais, et donc cette reine, Hildegarde, qu'il aimait énormément, avec laquelle il eut 9 enfants, en comptant le jumeau de Louis le Pieux, et il a eu 9 enfants en très peu d'années, en 10 ans de mariage avec elle, puisqu'elle est décédée en donnant le jour à sa dernière petite fille, qui s'appelle elle aussi Hildegarde. Donc cette Hildegarde bien-aimée est venue jusque-là, elle était quand même près d'accoucher. Alors, il la laisse, il traverse les Pyrénées, voilà. S'empare de Pampelune, son armée au sud s'empare de Barcelone, de Gérone, de Huesca, et puis ils arrivent à Saragosse, et là, à Saragosse, en principe, on doit les attendre, et pas du tout, il se rend compte que la ville refuse de le voir arriver. Alors, le cas de Saragosse, à ce moment-là, est un cas qui mérite étude, bien sûr, car la ville ayant été prise une première fois par les troupes islamiques, ensuite s'est tombée aux mains de personnes qui sont en opposition avec l'émir de Cordoue. Et ces deux personnes sont aussi des musulmans, puisque c'est Suleiman al-Arabi et El Hussein. Donc ces deux personnes, évidemment, qui se disputent entre elles d'ailleurs, n'arrivent pas à gérer la situation. Alors Charles comprend, il s'empare de Suleiman, le met dans un chariot et repart avec, comme s'il était prisonnier. Bon. Et l'émir ne peut rien faire. Je signale que quand il voudra reprendre la ville de Saragosse, il sera obligé d'envoyer un nombre incalculable de machines de guerre pour déloger les dissidents. Voilà. Donc ce n'est pas une chose facile. Mais Saragosse, d'autre part,
c'est un nom qui en soi éveille l'intérêt, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi Charles est un roi chrétien, il est sacré. Bon, et donc ce roi voit en Saragosse la ville dont parlait Prudence au IVe siècle, avec énormément de tombeaux de martyrs. Déjà, selon une chronique qui peut-être n'est pas très sûre, mais enfin, nous sommes entre légendes et histoires, on en profite. La chronique de Saragosse qui nous dit qu'il y avait déjà là la Virgen del Pilar, c'est-à-dire la Vierge du Pilier, qui assure tous les miracles. Voilà donc l'intérêt que pouvait représenter Saragosse. Saragosse sous Charlemagne n'est pas le bienvenu. Nous, qui parlons par la voix du prophète, ne voulons pas de vous. Nous n'avons nul besoin de la présence d'un roi franc, ni de son pape, ni des chiens soumis à leur religion. Retournez d'où vous venez et vous aurez la vie sauve. Si vous nous attaquez, vous y laisserez vos têtes. Allahu Akbar. Dieu est grand. Que le jour qui vient voit notre grande armée aller vers notre douce France. Voyez les ports et les étroits passages. Choisissez-moi qui fera l'arrière-garde. Ce sera Roland, sire. Vous n'avez pas honte d'aussi grande vaillance. Vous aurez avec vous la moitié de l'armée. Je n'en ai pas besoin, sire. L'armée doit rester près de vous. Je ne garderai que quelques-uns des Francs parmi les plus vaillants. Je vous reconnais bien là, Roland. Donnez-moi le gant que vous tenez, sire. Nul ne me reprochera jamais de l'avoir laissé tomber. La Guerra, composée par Matteo Fleccia au XVIe siècle et inspirée sans doute de la chanson de Roland et donc de cette bataille de Roncevaux. Pour quelle raison Charlemagne, après avoir été repoussé par Saragosse, décide de rentrer en pays franc, en France, disons? On dit souvent que c'est parce qu'on lui avait raconté que les Saxons, tout à fait à l'est, menaçaient et il fallait revenir se battre contre eux. Il ne pouvait pas se battre sur deux fronts, donc il est reparti vers l'est. Alors, c'est une version que donnent les chroniques du monde carolingien, chroniques légèrement, enfin assez postérieures, parce qu'il fallait trouver une raison. La notule de San Milian de la Cogoglia, qui est tout de même un monastère assez proche de l'Èbre, nous donne la version qui est certainement la plus proche de la réalité, à savoir que les troupes manquent de nourriture. Et on en a la preuve, puisque d'ailleurs de l'année suivante, la famine s'étend à la France, au royaume des Francs. Bon, il y a ça. Il y a aussi le fait que donc les Saxons, c'est plutôt la version, je dirais militaire, vue après. Je signale aussi que tout de même la deuxième armée, celle qui est venue par l'est, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, fort justement, cette armée est déjà en train de remonter, et c'est elle, parce qu'il y a dedans des Bavarois, etc., qui doivent intervenir en Saxe. Ce n'est pas l'armée des Neustriens que conduit Charles. Ce que vous dites, vous, c'est qu'en revanche, c'est sa femme, en fait. C'est Hildegarde qui le pousse à revenir, ou qui l'entraîne à revenir, à se replier vers le pays franc. De toute façon, le retour a commencé. Charles a été retardé, très retardé, par, je dirais, une deuxième bataille de Pampelune, beaucoup plus difficile que la première, parce que les Banu Qassi sont revenus, bien sûr, et donc il a dû défaire les défenses de Pampelune. Ça a été très long, et il s'engage donc dans les ravins ombreux, étroits, qui sont en quelque sorte l'antidote de cette magnifique journée qui se lève et qui commence. Il va rejoindre son épouse, il va rejoindre Hildegarde, qui à ce moment-là accouche, non pas d'un enfant de deux, mais nous retiendrons simplement le jeune Louis, à qui c'est donc Louis Ier pour la France encore, et il y a un personnage dont vous n'avez pas parlé encore, c'est quand on en parle, on l'a entendu dans l'extrait de film, René Musso-Goulart, c'est Roland. Quel était son rôle exactement? Roland, mais Roland est un... commandant de l'arrière-garde qui se replie. Exactement. C'est un personnage important.
encore en relisant la notule de San Milian della Cogoglia, qui nous donne 8 noms, mais il y en avait certainement un petit peu plus, Roland est un de ceux qui sont la garde rapprochée de l'empereur, du roi, dans les combats, qui sont aussi chargés de missions de guerre, mais aussi d'administration. C'est le comte des Marches de Bretagne, c'est ça? Il est comte des Marches, ce qui veut dire que son titre est déjà en partie bien supérieur à un titre comtal, puisqu'il domine une marche, c'est-à-dire une zone où il est besoin de faire une pacification. Les Bretons ne sont pas toujours tranquilles. Donc, à ce moment-là, il existe, n'est-ce pas, ce personnage. Les autres personnages qui sont avec lui sont tous comme lui, très jeunes. Ce sont des gens dont l'épitaphe d'un d'entre eux nous dit qu'ils avaient encore sur les joues le duvet de la jeunesse, le duvet de l'adolescence. Et donc, ce sont des jeunes palatins. Voilà. Et Roland est un de ceux-là. On a dit beaucoup de choses sur lui. Ce qui est la vérité, d'après les textes, c'est que le roi l'aimait. Il l'aimait énormément, comme s'il avait été des siens. Alors on en a fait toutes sortes on a donné des raisons, je dirais, de nature... bon, je n'ai pas vérifié. Bon. Et d'où le chagrin de Charlemagne. D'où le chagrin, mais ce chagrin, c'est quelque chose d'énorme, parce que on a l'impression que toutes les sources franques le redisent. Et d'où le chagrin, donc, justement, lorsque, le 15 août 778, eh bien, cette arrière-garde de Charlemagne, commandée par Roland, tombe, justement, dans le piège qui lui a été tendu. Si, Roland, j'ai vu les païens. Ils sont 100 000, et nos Français sont bien peu. Il y aura bataille. Sonnez de votre camp, Roland. Charles l'entendra et l'armée reviendra. Il plaise à Dieu qu'aucun homme vivant puisse jamais dire que j'ai sonné du corps pour les païens. Je frapperai des Durandal que le roi me donna. Si je meurs, quiconque pourra dire qu'elle appartient à un vaillant chevalier. Je t'en prie, Roland. Sauvons nos âmes. Salut l'Olifant. Homme du corps. Le roi doit vivre, tu pas. C'est Roland. Aujourd'hui, la douce France a perdu son honneur, et Charlemagne ne bras droit de son corps. Et c'était un dernier extrait du film La chanson de Roland de Franck Cassanti, d'après justement le texte de la chanson de Roland. On a entendu la voix de Claude Kinski dans le rôle de Roland, tué en fait par les Basques et non pas par les païens, comme on l'entend dans cet extrait de film. Cela dit, quelle est la part entre la réalité et la légende? Parce que la chanson de Roland, nous l'avons dit, René Musso-Goulard, elle a été écrite 3 siècles après ce qui s'est passé à Roncevaux. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est réellement passé en dehors justement de la chanson de Roland? Il y a des traces de cantilènes qui existent très tôt, dès le Xe siècle. Même dès le 9e siècle, on peut déjà considérer que, en ce qui concerne Charlemagne, la mise en poème par celui qu'on appelle le poète saxon, faute de mieux, et qui a suivi à peu près d'un siècle la mort de Charles, ce document déjà magnifie celui qui est donc l'empereur Magne. Et on a l'impression de plusieurs cheminements, donc des cantilènes de Roland, des choses comme ceci, et puis des mentions dès le début du XIe siècle de chroniques qui ont existé, dont nous n'avons plus la trace maintenant, mais qui ont été enregistrées, je le dis, par plusieurs auteurs, et on sait que même celui qui a fait l'histoire de la Normandie, du Don de Saint-Quentin, nous parle aussi des cantilènes de Roland qui sont anciennes. Parce qu'il faut rappeler, vous le faites, René Musso-Goulard, dans votre livre, quand la chanson de Roland est écrite, nous sommes à l'époque des croisades. Alors c'est peut-être la raison qui fait que, au lieu de parler des Basques, qui sont sans doute responsables de la mort de Roland, on préfère dire ce sont les païens, ce sont les musulmans, puisque nous sommes à l'époque des croisades et qu'il ne convenait pas de dire que Roland était tombé dans un piège tendu sans doute par des chrétiens. Évidemment, ça ferait un peu désordre. D'autre part, aussi, on invente le personnage de Ganelon qui n'existait pas du temps de Charlemagne, le traître.
Bon, alors Ganelon est un personnage, évidemment, comme tous les personnages de la chanson de Roland, qui n'est pas dans sa séquence chronologique normale. Il est bien postérieur et il n'a pas eu l'importance que lui donne la chanson. En revanche, non, il y a quelque chose de vrai. Ce sont quand même des Sarrasins ou musulmans de fraîche date ou mal convertis qui ont fait cet assaut à Roncevaux. On ne peut pas le nier. Et que ce soit des Goths islamisés ou que ce soit des musulmans en rupture de banc, il y a toujours quand même quelque chose. Et la chanson simplifie, radicalise, mais ne ment pas complètement. Donc la chanson, c'est un magnifique poème. Je l'aime autant que le phénomène historique. C'est quelque chose qui est très beau à entendre, mais il faut savoir que c'est quand même, là aussi, un leurre à certains moments. D'abord, ils ne savent même pas les nommer, ces musulmans. Ils leur donnent des noms copiés sur des rois des Goths. Donc il y a un mélange de la guerre anti-gothique, car quand même dans tout cela, ce qui est vrai et qu'on commence à voir dès la bataille de Poitiers, c'est que les deux phénomènes, invasion extérieure d'une part, de peuples extérieurs, et deuxièmement, guerre ancienne contre les Goths, sont jointes. Ça n'a pas empêché, c'est une grave défaite, c'est un peu le Waterloo de Charlemagne, ça n'a pas empêché son royaume de se consolider et lui-même d'en devenir l'empereur après ce désastre de Roncevaux. Je rappelle, René Musso-Goulard, que vous êtes l'auteur de Roncevaux, samedi 15 août 778, qui vient de paraître chez Perrin, également l'auteur de nombreux livres sur les Goths et les Gascons, ainsi que d'un Que sais-je sur Charlemagne, édité aux presses universitaires de France. Et puis entendre des extraits des films La chanson de Roland, de Franck Cassanti, avec Klaus Kinski dans le rôle de Roland, disponible en DVD chez Alpa Media, et de Charlemagne, le prince à cheval de Clive Donner. La question du jour est pour gagner aujourd'hui les 20 volumes de l'encyclopédie L'Histoire universelle, éditée par Le Figaro. Voici la question du jour. Qui a gagné la bataille de Roncevaux en 778? Les Espagnols, les Basques ou les Arabes? Pour jouer avec nous, et vous pouvez appeler le 3230, 34 centimes d'euros la minute, puis taper sur les touches étoiles, 0 et 2, le 3230, où vous pouvez également retrouver toutes les références concernant cette émission, tout comme sur notre site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clément Léotard et Julien Chabassu, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Benossi, une réalisation de Anne Kobilac.